Alors, on a notre application multi-tiers où on a notre tiers métier. C'est ce qu'on avait fait dans ce webcast ici. Et on a exposé une API REST grâce à JAX-RS. Alors, ce qui nous reste à faire pour atteindre tous nos objectifs, c'est de développer une interface utilisateur où on va afficher une table. Et puis, par rapport à ce qu'on avait vu la première semaine du bootcamp, cette fois-ci, on ne va pas implémenter le modèle MVC traditionnel, mais on va faire une single page application, c'est-à-dire que on va fournir du code HTML avec du JavaScript. Et puis pour populer et mettre des informations dans cette table, on va utiliser notre API REST. Donc pour pouvoir faire ça, ce que je vais faire d'abord, c'est choisir un template HTML et puis voir comment on peut le nettoyer. Et puis ce qu'on va voir, c'est que ce template, il utilise une librairie jQuery, donc une librairie JavaScript, qui est exécutée du côté client pour pouvoir afficher ces données. Et on ne va pas avoir le temps de regarder tous les détails, mais ce qu'on voit, c'est qu'on peut configurer ces tables pour envoyer des requêtes HTTP, recevoir les données et puis les mettre en forme. Donc le webcast risque d'être un petit peu long. Je vais faire les choses pas à pas et puis sans les avoir préparées. De temps en temps, je vais peut-être pauser le webcast. Si vous avez l'habitude de développer des interfaces en JavaScript et puis que vous êtes capable de faire des appels sur une API REST, vous n'avez pas forcément besoin de regarder le webcast. Il ne va pas y avoir grand-chose de nouveau. Mais si pour vous c'est nouveau, ben vous allez voir un petit peu la manière dont moi je procède pour pouvoir construire ce genre de choses. Alors, la première chose, c'est choisir un template. Alors, j'ai fait une petite recherche et puis j'avais envie d'un template qui ressemble à une console d'administration. Et puis, j'ai trouvé ici ce template admin LTE, qui est un template gratuit où j'ai une barre de navigation en haut, j'ai un menu à gauche, j'ai une partie centrale. On voit que le template est responsive, ça veut dire qu'il s'adapte à la taille du device, hein, donc je peux l'utiliser avec un ordinateur, mais aussi avec un téléphone portable. Et puis j'ai toute une série de pages à disposition. Je peux afficher des graphes, j'ai la possibilité d'afficher des timelines et j'ai même des exemples de pages qui ont des tables interactives avec la possibilité de trier les colonnes et de paginer. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Maintenant, j'ai pas envie de l'utiliser tel quel, comme j'ai juste une page. Il y a des choses que j'aimerais supprimer. Donc, là, l'exercice que je vais faire, c'est finalement si je pars du template de base, si je reviens sur la page d'accueil, je peux le télécharger. Et puis à ce moment-là, j'aurai tout le code à disposition. La question, c'est comment est-ce que je vais faire pour épurer ce code, supprimer certaines parties et puis garder ce qui m'intéresse. Alors, je vous montre une façon de faire. C'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, pour moi, elle fonctionne relativement bien. Et puis, le but, c'est d'aller assez vite. Donc là, je suis dans le navigateur. Je suis dans Chrome et puis j'ai ouvert les Developer Tools. Et donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner cet outil ici et ça va me permettre de sélectionner des portions de mon interface utilisateur. Alors, il sélectionne l'élément dans le DOM et puis après, je peux remonter d'un niveau. Et typiquement, cette partie ici, moi, j'en ai pas besoin, donc je vais la supprimer comme ça.
Même chose, ce formulaire de recherche, je vais le supprimer. Je vais sélectionner une autre partie dans le toolbar et puis je vais remonter. Donc vraiment cette partie ici. Donc ce que j'ai sélectionné là, ça je vais vouloir le supprimer aussi, hein, pour vraiment épurer les choses. Là, je me rends compte que j'ai fait un peu une bêtise parce que ce que j'aurais voulu faire, c'est travailler sur le data tables. Donc, je vais refaire l'exercice. Donc, je supprime cette partie, je supprime la recherche, je sélectionne ça. Je sélectionne ça, je le supprime. Et puis ensuite, dans cette partie-là, je vais aussi vouloir supprimer plusieurs éléments. Donc on voit qu'à chaque fois, on a un LI. Donc là, je peux les supprimer assez vite. L'idée là, c'est de dégrossir. Et puis après, je pourrais toujours continuer à faire la même chose dans mon IDE. Hein. On voit que le code HTML, il a une structure de base, donc ça va relativement vite. Ça, je vais supprimer aussi. Le label, je peux supprimer. Ça, je peux supprimer. Ça, je peux supprimer. Et ça, je peux supprimer. Donc là, on a quelque chose de pas trop mal. Le dashboard, où est-ce qu'il est? Ça, je vais le supprimer. Et puis, j'ai le tables. Donc nous, on a vu que ce qu'on gérait, c'était des sociétés et des personnes. Donc je vois que si ici je mettais people, c'est là où je peux changer. J'ai cette icône ici, FA Table, ça vient d'une police spéciale qui s'appelle favicon. Pas favicon, Font Awesome. Je pourrais aller regarder. J'imagine qu'il doit y avoir quelque chose qui s'appelle user, ouais, exactement. Donc j'ai changé ça. Je vais encore sélectionner cette partie ici. Ça, je supprime. Là, je ne sais pas comment ils ont fait pour gérer ce bandeau publicitaire. Ils ont peut-être fait quelque chose pour qu'on puisse pas le supprimer. Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Je peux le supprimer. Ça, c'est très bien. Voilà. Là, j'ai la structure principale. C'est ce qui m'intéresse. Donc, pour éviter de perdre les choses, je vais déjà venir dans mon IDE ici. Je vais... Comment est-ce que je fais? Copy element. Si je viens dans NetBeans, que je fais un nouveau fichier que j'appelle template et que je colle, j'ai ici l'information. Alors ce que j'ai pas ici maintenant, on voit que j'ai des références à des CSS et d'autres assets. Ça, je les ai pas encore récupérés. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Mais là, je vais me mettre en pause et je reprendrai le webcast quand j'aurai fait cette partie parce que c'est pas super intéressant.
Mais ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger ici le template et puis je vais copier les éléments à côté de WebInf pour avoir tous les assets et puis je vais reprendre pour pouvoir tester euh, la page de base, mais telle qu'elle est affichée par mon application déployée dans Glassfish et Wildfly. Alors je vais poser, je vais faire cette installation et je reprends après. Voilà, alors je reprends l'enregistrement, j'ai fait un petit peu de préparation. Donc on va regarder d'abord ce qu'il y a dans le dossier Web Pages. Il y a ce dossier Bootstrap, ce dossier dist et ce dossier plugins. Ça, c'est des choses que j'ai récupérées du projet quand j'ai fait le download ici. J'avais ces dossiers qui étaient à disposition. Donc je les ai simplement déplacés dans le file system. Et puis dans le fichier index.html, j'ai fait une petite adaptation. Si vous regardez le code source de base, vous verrez que ici le chemin relatif c'était 2.2./2./bootstrap. Comme ici j'ai mis les choses au même niveau, j'ai juste remplacé la chaîne de caractères par ./bootstrap. Donc ça, c'était la première chose à faire. Et puis, si on se déplace dans le fichier, peut-être ce que je vais faire ici, je vais faire un clean and build. Et je vais exécuter l'application. Donc ça, c'est ce que j'ai au départ. Donc vous voyez, ça c'était le template que j'avais nettoyé. Et puis ce qui restait du code HTML. Si j'ouvre de nouveau, c'était pas ça que je voulais faire. Si j'ouvre les Developer Tools, et puis que je regarde cette partie, là on est cette table qui a un identifiant exemple 2, example2. D'accord. Alors si je viens dans mon IDE et que je fais une recherche sur example2, on voit que il est ici. Je vais le remettre à la ligne pour que ce soit plus facile à lire. Donc cette table ici, c'est la table que je vais vouloir populer avec les données qui viennent de mon API REST. Donc vous voyez que la seule chose que je fais pour le moment, c'est de définir les colonnes. Donc je vais ici avoir le titre de la colonne. Et puis après, on voit que le tbody, qui va contenir les différentes lignes de la table, il est vide. Et c'est pour ça qu'ici, on a cet affichage No Data Available in Table. Quand vous aurez fait l'exercice, vous n'aurez pas directement ça. Ça, c'est du code que j'ai édité, mais que vous retrouverez dans le repos. Si je me déplace tout à la fin du fichier, vous allez tomber sur ce code JavaScript. De nouveau, ça c'est du code que j'ai écrit quand j'avais mis le webcast en pause. Donc on voit que je définis une fonction JavaScript qui va être invoquée au moment du chargement de la page. Et puis c'est là où je lui dis, j'ai défini une table que j'ai appelée example2. J'ai envie d'appliquer la fonction de datatable dessus. Voilà où se trouvent mes données. Donc je dois faire un appel HTTP sur /API/people. Ça, c'est un mécanisme que Data SRC nous met à disposition pour savoir
ou dans le JSON qui est retourné par l'API REST, on va retrouver. Donc si on passe la chaîne vide, ça veut dire qu'on va travailler directement à la racine. Et puis là, je vais dire, ben, dans mon JSON, j'ai une propriété force name, je la mets dans la première colonne, une last name, je la mets dans la deuxième, et puis une troisième, je la mets, une propriété current employers, je la mets dans la troisième colonne. Donc ça, c'est le code que j'ai écrit. C'était la première fois que j'utilise data tables. Comment est-ce que j'ai fait concrètement? Ben, je suis venu regarder ici les exemples de code. J'ai vu comment je pouvais ici travailler avec différents types de données. J'ai regardé dans le manuel de référence. Ici, j'ai lu cette partie sur les appels Ajax, et puis c'est ce qui m'a expliqué qu'est-ce que je devais mettre dans cette partie. Donc c'était pas très compliqué, j'ai dû faire un petit peu quelques essais. D'accord? Donc maintenant que j'ai ça, si je reviens dans mon navigateur, pour le moment, ma base de données elle est vide, puisque je viens de faire un redéploiement et donc ma table elle est vide. Si je viens dans Postman et puis que je crée un premier utilisateur via l'API REST et que je rafraîchis la page, on voit que cet utilisateur apparaît. Il n'a pas encore d'employeur. Je peux faire un deuxième utilisateur ici. Et si je rafraîchis, eh bien, on voit qu'il apparaît immédiatement. Donc, pour être bien sûr qu'on a compris, je suis dans ma page HTML que j'ai chargée. Au départ, donc, il y a un appel Ajax qui est fait sur l'API REST. Les données JSON sont récupérées et elles sont mises en forme par le script DataTables. Vous vous souvenez qu'au début du webcast, on avait utilisé notre servlet pour générer des données de test. Donc là, je viens de générer toute une liste d'utilisateurs. Eh bien, on voit que maintenant, ces utilisateurs fonctionnent. Et puis, je peux paginer. Je peux trier. Donc, tout le tri se fait du côté client. Alors, vous voyez que là, j'ai pu faire quelque chose relativement rapidement. Et puis, je suis capable d'afficher les données sans avoir besoin de faire grand-chose. Ce n'est pas une solution parfaite, et on pourrait faire une critique par rapport aux aspects non fonctionnels. Là, j'ai peu de données. J'ai 3 pages, donc ça fonctionne bien. Et puis, je reçois les données JSON en une seule fois. Je demande à obtenir tous les utilisateurs. Qu'est-ce qui se passerait si, au lieu d'avoir ici cette trentaine d'utilisateurs, j'en avais 1 million? J'aurais pas envie de véhiculer en une fois, dès le début, 1 million d'utilisateurs. Ce serait un mauvais design. Les performances seraient très mauvaises et je gaspillerais des ressources réseau puisque l'utilisateur ne parcourrait certainement jamais les 1 million d'utilisateurs. Donc là, si je voulais optimiser, si je voulais être capable de traiter des plus grandes données, il faudrait que je réfléchisse à ça, que mon API REST fournisse un mécanisme de pagination, c'est-à-dire que quand je demande à obtenir /API/people, je puisse lui dire ce qui m'intéresse est d'avoir la 5e page de la collection et d'avoir 10 utilisateurs par page. Et puis ce mécanisme devrait aussi être utilisé par DataTable. Alors, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas exactement comment on pourrait le faire, mais je suspecte qu'avec DataTables, ils aient anticipé le souci. Et puis juste après avoir passé 5 minutes
dans la documentation, je vois ce scroller ici, et puis je vois qu'on me parle de grands datasets et de performance. Je ne suis pas absolument sûr que c'est la problématique que je veux traiter, hein. Est-ce qu'on va être capable de faire du chargement de données incrémental? Mais en tout cas, ce serait un point de départ que j'utiliserai pour faire ça. Donc là, on a atteint les objectifs. J'ai fait le test dans Glassfish. Peut-être que maintenant, je vais rapidement faire le test dans Wildfly pour voir. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. On va le laisser aller au bout. C'est pour voir si ça fonctionne. Je ne l'ai pas testé avant, donc je vais voir les résultats en même temps que vous. Si je fais un run, alors ça se comporte pas trop mal. Je vais venir dans Postman. Vous voyez que ici j'utilise la fonction des environnements, ce qui fait que je vais pouvoir envoyer les requêtes vers Glassfish, vers Wildfly. On voit que là, il a bien créé un utilisateur. Il a bien créé le deuxième. Et si je reviens dans Wildfly et que je fais une recharge, ça fonctionne toujours. Donc l'API REST fonctionne. L'accès depuis l'interface utilisateur fonctionne. Et puis, je vais faire une dernière chose. Je vais régénérer mes données de test, revenir en arrière, et ça fonctionne toujours. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a réussi à faire tout ce qu'on avait voulu faire, donc créer une API REST très simple, certes, mais une API REST en Java avec JAX-REST. Cette API REST s'appuie sur des services métiers implémentés avec des EJB. On a la sérialisation et désérialisation automatique de payload JSON qui est prise en charge par Jackson. Et puis j'ai un exemple d'interface interactive avec JavaScript pour faire ces appels REST. Donc l'idée maintenant, c'est que vous vous inspiriez de ces fonctionnalités pour implémenter la gestion des comptes utilisateurs. Si on se souvient, la partie DTO et puis la motivation de faire des DTO, c'est un point qui est assez important, mais dont on va parler au cours